Bonsoir à tous et bienvenue dans le débat sur France 24. Vladimir Poutine a promis des répliques sévères en cas de nouvelles attaques ukrainiennes contre la Russie. Le président russe a lancé une campagne massive de bombardement dans plusieurs régions ukrainiennes. L'armée russe a utilisé des armes de longue portée contre l'infrastructure énergétique, militaire et de communication de l'Ukraine, a lancé Vladimir Poutine lors de son conseil de sécurité qui rassemblait ses principaux ministres 2 jours après l'explosion qui a endommagé le pont de Crimée. Pour la première fois depuis le 26 juin, Kiev a été touché. D'autres villes, vous le voyez sur cette carte, d'autres villes ukrainiennes ont été frappées, notamment Jytomyr, Dnipro, Zaporijjia ou encore Lviv. Il y a eu au moins une dizaine de morts. Washington assure maintenant, bien sûr, l'Ukraine de son soutien. Emmanuel Macron déplore un changement profond de la nature de la guerre. Alors jusqu'où la riposte de Vladimir Poutine? Jusqu'où ira le président russe? Eh bien, on en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Elena Volochine. Bonsoir Elena, grand reporter à France 24, ancienne correspondante en Russie. Bienvenue à vous. Oksana Mitrofanova. Bonsoir, enseignante, chercheuse à l'INALCO, chercheuse senior à l'Institut d'histoire mondiale de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine à Kiev. Et vous êtes réfugiée d'ailleurs en France depuis mars 2022. Merci d'être avec nous ce soir. Oleg Koptsev, bonsoir, historien, géographe, professeur de géopolitique à l'American University of Paris. On a par Skype à Bruxelles Jean-Vincent Brisset. Bonsoir à vous, général de brigade aérienne et chercheur associé à l'IRIS. Bienvenue. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur le hashtag débat F24. Vladimir Poutine, je vous le disais, a accusé Kiev d'avoir commis un acte terroriste, je cite, qui a détruit en partie le pont de Crimée reliant la Russie à la Crimée. Le président russe a justifié sa riposte lors de son conseil de sécurité. Kiev est aussi encore sous le choc des bombardements, mais aussi Zaporijjia, Lviv, beaucoup plus à l'ouest. On va faire d'abord un point en images avec Nabia Makloufi. Une course contre la montre est engagée. Les secours le savent, il faut agir vite. Contenir les flammes et évacuer les blessés en urgence. Des carrefours routiers, des parcs publics et des sites touristiques ont été bombardés dans la capitale. Ce sont les premières frappes depuis plus de 3 mois. Des frappes précises et ciblées, selon le président Zelensky. On a affaire à des terroristes. Des dizaines de missiles iraniens de type Shahid sont tirés. Ils veulent créer la panique et le chaos. Ils veulent détruire le système énergétique. Ils sont désespérés. Lviv, Soumy, Jytomyr, Vinnytsia ou encore Dnipro, plus au sud. Ici, l'asphalte a été soulevé. L'un des missiles a terminé sa course au pied de ces immeubles résidentiels. C'est arrivé vers 8h30. Et vous savez pourquoi les Russes ont bombardé? Non, je ne sais pas. Il n'y a pas de cible ici. Maudit soit Poutine. À Kharkiv, dans le nord-est, les civils ont une nouvelle fois eu le réflexe de se mettre à l'abri sous terre, dans une station de métro. On s'y attendait après avoir bombardé le pont de Crimée. Des représailles pleinement assumées par Vladimir Poutine. Si les tentatives d'attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront sévères et seront de la même ampleur que celles des menaces posées à la Fédération de Russie. Personne ne doit en avoir le moindre doute. L'ancien président russe appelle lui au démantèlement total du pouvoir ukrainien. Et on retrouve tout de suite Gulliver Krag, notre correspondant à Kiev. Bonsoir Gulliver. La capitale est encore sous le choc. Quel est l'état d'esprit de la population ? Je dirais que l'émotion que je ressens exprimée le plus souvent par les Ukrainiens aujourd'hui, c'est la colère en réalité. Certes, il y a le choc, il y a la peur. Les gens, pour la première fois depuis de très longs mois, ont dû se réfugier dans le métro ou dans les sous-sols de leurs immeubles, les autres abris qu'il y a dans la capitale. Et pour beaucoup d'entre eux, en réalité, c'était la première fois, puisqu'ils étaient partis très rapidement de Kiev au premier jour de l'invasion. Mais ce soir, on ne voit pas de mouvement comparable d'exode de la capitale ukrainienne. Il y a relativement peu d'embouteillages à la sortie de la ville, d'après les logiciels de navigation. Alors il y a, je pense,
effectivement un esprit beaucoup plus de défiance, d'un sentiment qu'il faut absolument que l'Ukraine résiste. Et chez certains, même un certain optimisme des analystes militaires ukrainiens disent que la Russie ne pourra pas continuer comme ça pendant plusieurs jours parce que ces roquettes coûtent des millions de dollars. Ils n'auront pas la capacité à le faire. Et aussi, selon leur porte-parole, c'est difficile à vérifier, mais les systèmes de défense antiaériens ukrainiens auraient assez bien travaillé. Aujourd'hui, ils disent que sur 83 roquettes tirées sur l'Ukraine pendant la première période de l'attaque ce matin, 41 ont été abattus par les missiles solaires. Merci beaucoup, Gulliver Krag à Kiev. Oksana Mitrofanova, vous qui êtes réfugiée depuis peu en France, vous avez, j'imagine, aussi des contacts sur place. Est-ce que vous pouvez rebondir sur peut-être ce qu'a dit Gulliver? On parle de 83 missiles donc, qui auraient frappé l'Ukraine, et puis la moitié aurait été interceptée par les Ukrainiens. Ce sont aussi vos informations. Quel est l'état d'esprit de vos contacts sur place? Tout à fait, mais il faut ajouter aussi un détail. Il ne s'agit pas que des missiles, mais aussi il y a des drones. Donc, c'est connu que la Russie a acheté des drones iraniens. Et bien sûr, au début, on ne sait pas comment ça marche. Donc, on a eu la période d'étudier parce que les forces aériennes, l'armée aérienne ukrainienne a dit on va étudier des drones et après, on va chercher des méthodes à battre les drones. Donc, du coup, j'ai l'information qu'à peu près 13 drones étaient abattus. Et parmi ces drones, c'était ce drone iranien qui s'appelle Shakid. Et c'est vrai que Shakid pose certains problèmes. Exactement quel type de problème? Si ce drone vole très bas et surtout dans la nuit, dans le noir, c'est très difficile à détecter ce drone. Donc l'armée ukrainienne doit chercher les méthodes, comment il faut abattre les drones. On a trouvé certaines méthodes, mais au début, il faut apprendre la situation. Ensuite, ce qu'il s'agit exactement de ces frappes, de totalité, malheureusement, c'était prévisible parce que vous m'avez déjà invité sur ce plateau et vous pouvez vous rappeler, quand on a parlé de contre-offensive dans l'est de l'Ukraine, quelle était la réaction? C'est le bombardement de l'infrastructure, des entreprises, de l'énergie. Donc vous pensez que ça allait arriver, ce bombardement un peu systématique de plusieurs villes ukrainiennes? Mais bien sûr, on ne peut pas calculer le jour, on ne peut pas calculer l'heure de ce bombardement. Mais cette tactique russe, c'est plus simple à réaliser. Parce que maintenant, tout le monde parle de l'arme nucléaire. Je comprends qu'il y a un sujet assez important. Mais cette tactique, c'est très simple à réaliser. Il faut juste bombarder des avions qui se trouvent en Russie et qui se trouvent en Biélorussie et les drones. Elena, quel est l'objectif de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est de terroriser la population? Il a évoqué, donc, je le recite, des armes de haute précision avec des cibles qui sont des infrastructures énergétiques, militaires et de communication. Est-ce que ce sont effectivement les cibles dont on parle? Là, c'est clairement de terroriser, oui. Je rejoins ce que disait Oksana à l'instant, c'est-à-dire que jusqu'à présent, dans cette guerre, Vladimir Poutine frappe et l'armée russe frappait l'infrastructure civile, mais il n'y a jamais eu de mise en relation de la cause à la conséquence. C'est-à-dire que s'il y avait des dégâts ou des destructions ou des bombardements sur les villes ukrainiennes, la Russie a toujours dit c'est un fake, ce n'est pas vrai. La gare de Kramatorsk qui a fait une 50aine de morts, ce n'est pas nous, ce sont les Ukrainiens qui se sont bombardés eux-mêmes. La même chose avec le centre commercial à Kremenchuk, etc. Donc ils n'ont jamais assumé, ils ont toujours dit c'est une démilitarisation de l'Ukraine, on ne frappe que des cibles militaires. À partir du moment où Volodymyr Zelensky a lancé la contre-offensive le 1er septembre, cette petite musique, elle commençait déjà à monter. Les Russes, la propagande russe disait on ne va plus ménager les civils, on va arrêter d'y aller avec le dos de la cuillère, il faut maintenant, on n'a plus le choix, on est acculés, les Ukrainiens avancent et donc il faut vraiment qu'on leur fasse comprendre, voilà, en bombardant. Et il assume ces bombardements. Ils ont commencé à l'assumer petit à petit. On se souvient que le 15 septembre, il y a eu des frappes qui ont complètement débranché, mis hors tension la ville de Kharkiv. Vous vous souvenez que nous étions en duplex avec vous, Stéphanie. J'étais à Kharkiv et on a dû interrompre notre duplex parce qu'il y avait eu des bombardements sur Kharkiv dans le district voisin. Toute l'électricité, de là où je me trouvais, toute l'électricité effectivement a été débranchée. Là, ce qui change, c'est l'ampleur de cette attaque et c'est le fait que Vladimir Poutine en personne maintenant assume, dit voilà, c'est nous qui avons bombardé et nous continuerons de le faire.
évidemment avec sa rhétorique habituelle, comme quoi c'est une réponse à l'agression, à l'attentat terroriste sur le pont de Crimée. Oleg Koptsev, est-ce qu'il y a un lien tout de même avec ce qui s'est passé, avec cette explosion du pont justement qui relie la Crimée à la Russie? Est-ce que l'effondrement de cet édifice, cher à Vladimir Poutine, puisqu'il l'avait inauguré, me semble-t-il, juste après avoir annexé la Crimée, est-ce que ça aussi, ça participe de ce qui se passe aujourd'hui, ou est-ce qu'effectivement c'était peut-être planifié depuis un certain moment, depuis un certain temps, ces bombardements? Il est certain qu'à court terme, c'est ce qui a déclenché cette attaque-là. Il est clair que cette attaque était déjà planifiée au cas où, effectivement, Poutine ne pourrait pas reprendre les territoires perdus là, depuis quelques jours, quelques semaines. Il est certain que l'explosion du pont de Kerch, qui est à la fois très stratégique et symbolique, a mis le feu aux poudres au Kremlin. Il y a autre chose, moi j'y vois autre chose. C'est une manière de dire, la prochaine fois, ou quand nous voudrons, nous pourrons mettre des têtes nucléaires sur ces missiles. Je pense que c'est un signal. Alors, osera-t-il le faire? C'est un pas de plus dans l'escalade. De toute manière, c'est certain que c'est un pas de plus dans l'escalade, oui. Maintenant, est-ce qu'il bombardera avec des armes nucléaires tactiques ou non? Ça, c'est un autre débat. Général Brissel, peut-être que vous voulez rebondir. 83 missiles, en fait, on entendait tout de même Gulliver qui disait que la moitié avait été quand même interceptée par les Ukrainiens. Est-ce que Vladimir Poutine peut d'abord continuer à pilonner de cette manière? Est-ce qu'il en a les moyens militaires, à votre avis? Et finalement, quel est l'objectif? Alors, ce qu'on n'arrive pas à savoir à l'heure actuelle, c'est quelles sont les capacités du côté russe de sortir du matériel des usines. Parce qu'il est certain que les stocks de départ sont très largement consommés et qu'à l'heure actuelle, ce qui peut arriver sur le marché, sur le lieu de combat, ce sont soit des missiles qui étaient stockés dans un état plus ou moins bon, parce qu'en Russie on stocke tout, ils étaient dans un plus ou moins bon état et qui ont été remis en état de fonctionnement plus ou moins bien, et puis des choses qui sortent neuves d'usines, vraisemblablement des versions simplifiées, parce qu'il y a des pénuries de composants électroniques en Russie. Donc, il y a des possibilités, mais on n'arrive pas à avoir les flots. Et les seules informations qu'on a sont les informations qui sont données soit directement par les services ukrainiens, soit par des services extrêmement proches des Ukrainiens ou des journalistes cornaqués par les services ukrainiens. Donc, c'est un petit peu difficile de savoir ce qui se passe. Moi, ce que je note, c'est que les frappes ont lieu sur des centrales, des sous-stations électriques, les stations 750 kV et 330 kV, qui sont les nœuds de répartition de l'énergie électrique à l'intérieur de l'Ukraine. Ça, c'est nouveau comme type de frappe, et ça correspond à une montée, une escalade des deux côtés. Il y a eu ce pont en Crimée, et il semble qu'il y ait quand même de plus en plus souvent des frappes ukrainiennes à l'intérieur du territoire russe d'origine, pas seulement dans les territoires annexés, mais même dans le territoire russe d'origine. Et ça, c'est considéré comme quelque chose d'inacceptable. Donc ça justifie une montée en puissance et une montée des tirs, avec en plus ce changement de commandement à la tête de l'opération dite spéciale. Oui, Oksana, on peut parler de ce changement de commandement auquel fait référence le général. C'est Sergueï Sourovikine. Sergueï Sourovikine, donc, qui vient d'être nommé commandant de l'opération militaire spéciale. Il dirigeait le regroupement des forces sud en Ukraine, d'après ce que j'ai lu, on l'appelait le boucher d'Alep, puisqu'en fait c'était lui qui était en Syrie. Est-ce que ça participe? Est-ce qu'effectivement c'est vraiment un boucher d'Alep, comme on l'appelait? Est-ce que finalement ce bombardement, ça n'est pas une coïncidence? Ça serait vraiment ce type de stratégie? Son type de stratégie? On parle de boucher, mais bon, il faut rappeler quand même le printemps, et pas exactement ce général, mais qu'est-ce qui s'est passé à Boutcha? Qu'est-ce qui s'est passé à Boutcha? Qu'est-ce qu'on a découvert à Izium? Est-ce que ce n'est pas le comportement de boucher au pluriel, on peut dire? Donc si on amène un général et dire qu'il est boucher, mais il y a plein d'autres aussi. Lui, il peut bien sûr devenir plus sévère, utiliser une tactique plus sévère, c'est que conséquence des résultats qu'on n'arrive pas à faire grand-chose avec l'armée ukrainienne. Du coup, il faut se retrouver vers les plus faibles, c'est-à-dire terroriser les civils ukrainiens, parce que les cibles, c'est plus simple à atteindre, terroriser les civils et les faire
le niveau de vie des Ukrainiens insupportable. Et je pense que la Russie va continuer cette tactique en sachant aussi que l'hiver arrive. Mais aussi peut-être ces méthodes d'examiner aussi le soutien des Européens, parce que l'Ukraine vraiment dépendante du soutien des Européens. Et quand l'hiver arrive avec des problèmes énergétiques, on ne sait pas vraiment comment va réagir l'Europe. Est-ce que nos alliés européens sont vraiment unis? On va y revenir justement sur ce soutien des Européens. D'abord, cette réaction d'Alexandre Loukachenko qui a accusé la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine de préparer des attaques terroristes, je cite, et un soulèvement en Biélorussie. Le président biélorusse a annoncé donc le déploiement d'un groupement militaire régional avec Moscou. On va l'écouter. En raison de l'escalade aux frontières occidentales de notre État, nous avons convenu de déployer un groupement militaire régional commun de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie. Et on va écouter la réaction du chef de la diplomatie ukrainienne, Kouleba, au micro de Marc Perelman. C'est très inquiétant, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les pays de l'Union européenne, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne qui ont une frontière avec la Biélorussie. On ne sait pas ce que peut faire cette force conjointe d'intervention sur ces territoires, comment ils vont se comporter. Donc c'est vraiment une dégradation très grave de la sécurité, non seulement pour l'Ukraine, mais également pour l'Union européenne. Elena, une aggravation très grave, une dégradation très grave du conflit. C'est ce que dit Kouleba, donc le chef de la diplomatie ukrainienne. On a vu quand même la détermination d'Alexandre Loukachenko, qui est un peu une sorte de le dernier allié véritable de Vladimir Poutine. Mais est-ce que ça veut dire qu'il peut ouvrir un front au nord, par exemple ? Écoutez, cette rhétorique du pays menacé et donc de la nécessité d'intervenir, nous l'avons décortiqué avec vous dans Vue de Russie, ce mythe de l'agression préventive, pardonnez-moi le parallèle, mais on va le refaire parce que ici c'est important, c'est le même qu'avait utilisé Hitler avant l'invasion de la Pologne, c'est-à-dire l'absence d'alternative pour le pays menacé qui n'est que d'envahir. C'est exactement la même chose que fait Vladimir Poutine lorsqu'il lance l'opération militaire en Ukraine, puisqu'il dit si nous n'y allons pas, eh bien nous n'aurons pas d'autre choix. Nous allons la Russie va être détruite. C'est exactement ce que dit aujourd'hui Alexandre Loukachenko, c'est-à-dire le pays est menacé, nous risquons une attaque. Donc cela laisse très fortement supposer qu'effectivement il va y aller. On va rappeler ce qui s'est passé au début de la guerre, c'est-à-dire que l'Ukraine a été envahie en 3 endroits, depuis le sud, la région de Rostov et les républiques autoproclamées de Donetsk et de Luhansk vers Mariupol, depuis le nord, depuis la région de Belgorod vers Kharkiv, et depuis encore plus au nord à l'ouest, la Biélorussie vers Kiev. Donc depuis le début de la guerre, la Biélorussie sert de base arrière à l'invasion russe. Les armées entrent aussi par cet endroit. Seulement, depuis le début, Alexandre Loukachenko avait une position extrêmement réservée. On se demandait est-ce qu'il allait entrer ou non en réelle co-belligérance. C'est vrai, on l'a peu entendu ces derniers mois. On l'a plus du tout entendu. Donc là, cette déclaration, cela laisse entendre qu'il y aurait eu peut-être un accord ou un pacte ou une étape supplémentaire entre lui et Vladimir Poutine, parce que il rejoignait tant la rhétorique de Vladimir Poutine avant et au tout début de l'invasion qu'on se disait mais c'est comme si la Russie finalement avait déjà annexé la Biélorussie et Alexandre Loukachenko n'était là que pour être le porte-parole de Vladimir Poutine. Et on l'a plus du tout entendu après. Et vous avez raison de souligner, et je termine là-dessus, que Vladimir Poutine, au jour d'aujourd'hui, est lâché par tous ses alliés. Par exemple, il y avait des exercices militaires conjoints qui devaient se tenir au Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan les a annulés. Les Kazakhs aussi. Les Kazakhs aussi se sont mis vraiment en retrait. Et donc, on voit que Vladimir Poutine, il est lâché par tous ses alliés en Asie centrale, dans le Caucase. Et là, cette réaction d'Alexandre Loukachenko, elle est à la fois intéressante à analyser et à la fois très inquiétante. Oleg Kopsev, inquiétant justement, est-ce que ça veut dire qu'un front pourrait s'ouvrir au nord, donc beaucoup plus près de Kiev, avec l'aide du Biélorusse ? Eh bien, il a déjà existé ce front. Oui, mais c'est vrai qu'on n'en parlait plus depuis un certain nombre de mois. On a aussi entendu d'ailleurs que la population biélorusse ne serait peut-être pas forcément favorable à une mobilisation. Là est la question, parce qu'il n'y a pas besoin de l'Ukraine et de la Lituanie pour provoquer un soulèvement du peuple biélorusse, parce que ce soulèvement a déjà eu lieu. Et ils ont massivement, il y a très peu d'années,
ils ont massivement manifesté, ils ont élu une présidente opposée à Loukachenko. Et en plus, Loukachenko avait joué un très mauvais jeu, parce qu'il n'avait pas été fidèle à Poutine. Il a essayé de jouer les indépendants, et il a été complètement débordé justement par une opposition qui était d'ailleurs pas tout à fait une vraie opposition, mais ou qui est peut-être devenue... Il y en a une en exil aujourd'hui. Qui a peut-être même été manipulée d'ailleurs par Poutine lui-même. Mais qui est devenu finalement, vu le Vox Populi, une véritable opposition. Donc il a très peur, parce que d'un côté, il a finalement tout un peuple qui est contre lui, il a Poutine, mais cela dit, cette déclaration d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle signifie ? Il doit à Poutine d'être chef de l'État encore, sinon il aurait été balayé par ce mouvement populaire. Poutine lui a clairement dit, maintenant tu te tiens tranquille, tu arrêtes tes bêtises, sinon je lâche la foule contre toi, quitte à la remanipuler plus tard, à trouver un autre pantin à ta place. Donc ce n'est pas quelqu'un il n'est pas confortable dans sa position. Oui. Mais évidemment, il est obligé de jouer avec Poutine, qui clairement lui a demandé de le soutenir militairement. Mais je répète, on l'a déjà vu au début de la guerre. Il y a eu tout un front nord-biélorusse qui a avancé vers le sud. Général Brisset, vous pensez qu'effectivement, il pourrait y avoir maintenant à nouveau un front nord avec l'aide d'Alexandre Loukachenko, justement ? Alors, d'après ce que j'avais compris à l'époque, il n'y a jamais eu de troupes biélorusses qui ont participé à ce front nord. Et ce front nord, c'était une tentative, une erreur colossale des Russes sur le plan du renseignement, qui ont pensé qu'en avançant très vite vers Kiev, ils arriveraient à faire tomber le régime. La Biélorussie a servi de base arrière, bien sûr, mais je ne pense pas qu'elle ait été directement impliquée. À l'heure actuelle, de la même manière que les Occidentaux ont espéré qu'il allait se passer des choses en Moldavie, en Transnistrie, ils espèrent qu'on va refaire un Maïdan bis, réussir à provoquer un Maïdan bis en Biélorussie. Je ne pense pas que ce soit extrêmement réaliste. Ça fait partie du wishful thinking d'un certain nombre de gens, mais je ne pense pas que ça soit extrêmement réaliste à l'heure actuelle. Mais la Biélorussie va continuer à craindre une déstabilisation provoquée de l'extérieur et qui serait effectivement extrêmement dommageable pour les Russes. Vous vouliez réagir, Lekopsev ? C'est au contraire le risque pour Loukachenko qu'il y ait un soulèvement général de la population qu'on a déjà vu. Je répète, on l'a vu il y a combien ? C'était il y a 2-3 ans. Mais aujourd'hui, il n'a pas verrouillé. Ça peut faire tomber le régime aussi, justement. Et alors, justement, faire intervenir. Vous avez vu déjà ce qui se passe en Russie. Les centaines de milliers de réfugiés qui quittent le pays, les régiments qui sont au bord de la mutinerie. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux russes. Imaginez ce qui va se passer en Biélorussie, où il y a eu déjà un soulèvement de la population il y a très peu de temps. Si Loukachenko, effectivement, il n'y a jamais eu de troupes de citoyens biélorusses sur le front, mais s'il les envoie, là, il peut y avoir soulèvement. Oksana, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépend, on peut avoir un peu aussi de fantasme et de créativité. Je pense, par exemple, pourquoi pas de mettre les soldats biélorusses dans l'uniforme russe. Tout simplement, ce sera un peu double jeu et envoyé sur le front. Parce que, par exemple, j'ai lu des témoignages de certains gens des régions de Kiev, que quelquefois, on a entendu un accent plutôt biélorusse chez, soi-disant, les soldats russes. Donc, je ne sais pas, est-ce que Loukachenko a suffisamment de cette créativité, mais peut-être ce n'est pas exclu d'envoyer quelques unités avec changement aussi d'uniforme. Comme ça, ce sera plus malin, on peut dire. Ça n'a pas l'air si simple, en tout cas, Elena. Okay. Moi, sur la capacité de soulèvement, je suis réservée aussi, en sachant qu'effectivement, ce sont des régimes qui ont extrêmement verrouillé leur opposition et qui ont mis en place, quand je dis des régimes, c'est en Russie aussi. On a vu des manifestations au cours de ces dernières années qui, à l'aune de la guerre, toute capacité de rébellion a été annihilée par des lois répressives extrêmement dures. C'est ce qui s'est passé en Biélorussie. Après, je ne dirais pas qu'il n'y a jamais eu des Biélorusses qui ont combattu depuis le 24 février en Ukraine. Il y a, aux côtés des Russes, un certain nombre de formations qui ne sont pas forcément d'ailleurs
d'ailleurs déguisés dans des uniformes russes, hein, juste des mercenaires, des bataillons. On parle beaucoup de Wagner, mais il y a aussi beaucoup d'autres formations de mercenaires dont on n'a jamais entendu parler et qui sont là. Donc il y a tout à fait parlé de sabotage, je me souviens, à la frontière biélorusse. Je pense que, en fait, s'il y a des Biélorusses, en tout cas, c'est un phénomène qui reste marginal et il n'y a pas eu d'entrée formelle, effectivement, de co-belligérance de la part de la Biélorussie. Donc ce serait quelque chose de nouveau. Ce serait quelque chose de nouveau, oui. Réactions occidentales, elles se sont bien sûr multipliées. Washington qui assure à nouveau à l'Ukraine son soutien. Emmanuel Macron qui a déploré un changement profond de nature de la guerre, a dit le président français. Et Berlin qui a annoncé une réunion d'urgence virtuelle demain à mardi des dirigeants du G7 avec Volodymyr Zelensky. On fait un point en image avec Noémie Roche. Ils essaient de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la Terre. Les mots du président ukrainien après les bombardements russes les plus intenses depuis des mois en Ukraine. En déplacement en Mayenne, le président français a exprimé son inquiétude. J'ai eu Volodymyr Zelensky ce matin au téléphone très longuement. Je tiendrai une réunion dès mon retour de Mayenne. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans un cadre approprié. Évidemment, la France j'ai eu l'occasion de le faire ce matin, a condamné avec la plus grande fermeté les frappes délibérées de la Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils, ce qui est un changement profond de la nature de cette guerre. Emmanuel Macron promet d'accroître l'aide militaire de la France à l'Ukraine, tout comme Berlin, qui a réitéré la solidarité de l'Allemagne et des autres États du G7 à Kiev. L'Allemagne fera tout pour mobiliser une aide supplémentaire et en particulier pour aider à réparer et restaurer les infrastructures civiles endommagées et détruites, telles que l'approvisionnement en électricité et en chaleur. Message de soutien également de la part de Londres, qui dénonce des bombardements inacceptables. Des frappes barbares pour l'Union européenne. La Russie opte pour une tactique consistant à viser et à bombarder les civils. C'est quelque chose qui va à l'encontre du droit international humanitaire et ce ciblage de civils équivaut à un crime de guerre. L'OTAN condamne elle aussi des attaques horribles et aveugles et assure Kiev de son soutien aussi longtemps qu'il le faudra. Une réunion virtuelle du G7 aura lieu mardi avec Volodymyr Zelensky sur la situation en Ukraine. Et on va écouter à présent la première ministre d'Estonie. Nous sommes ici à la frontière est de l'Union européenne. Derrière nous se tient la Russie. Nous envoyons un message clair aux Ukrainiens. Nous vous soutenons par tous les moyens possibles. Ce qu'il faut assurément faire, c'est d'envoyer une défense aérienne depuis les pays alliés adjacents pour que les Ukrainiens puissent défendre leurs villes et leurs civils. Parce que la Russie est déterminée à augmenter ses attaques contre les citoyens. Oksana Voa, ce que demande la Première ministre d'Estonie, pour l'instant, bien sûr, ça n'a pas été obtenu, parce que ça voudrait dire à co-belligérance, c'est ça un petit peu tout le débat. Mais elle demande effectivement qu'il y ait une défense antiaérienne de la part de pays donc, qui sont voisins, donc qui font partie de l'OTAN. Donc tout simplement, dès le début de la guerre, on a déjà demandé l'aide avec les systèmes de défense antiaérienne et antimissiles, parce que la question se posait. Soit fermer le ciel par la loi, ce qui a dit non, on ne va pas fermer le ciel par la loi. Dans ce cas-là, il faut mettre beaucoup de ces systèmes. L'Allemagne qui a assuré donc d'ailleurs aussi envoyé, donc livré un premier système de défense antiaérienne aux Ukrainiens. Donc tout à fait. Le processus déjà ça a mis en route. Mais par exemple, je peux peut-être citer notre secrétaire du Conseil de sécurité. Il a dit le problème c'est la vitesse avec laquelle on va recevoir ces systèmes et aussi, c'est la quantité de ces systèmes. Parce qu'il faut regarder la carte de l'Ukraine, c'est un pays très grand, c'est un pays comme la France. Et couvrir ces pays et beaucoup de villes, c'est très compliqué. Ça signifie que vraiment, il faut voir beaucoup de ces systèmes. Elle va encore plus loin, en fait, la Première ministre d'Estonie. On ira encore plus loin au moment où on va les livrer, ces systèmes, finalement, à l'Ukraine. Et puisque l'Allemagne les a déjà promis cet été, et maintenant Baerbock promet que cette promesse sera sera tenue. Le ministre des Affaires étrangères allemande. Il y a un certain nombre de personnes en Ukraine qui s'étonnent du fait que cela n'a pas encore été fait, puisqu'en Ukraine, c'est une guerre qui vient du ciel. Lorsque vous marchez en Ukraine et que vous entendez dans toutes les villes constamment une alerte antiaérienne, vous marchez comme ça, vous courbez les épaules, parce que ce sont des bombes qui pleuvent du ciel en permanence et qui vont... Et d'ailleurs, les Ukrainiens ont intercepté, je ne sais plus, la moitié des missiles envoyés par les Russes. Ces missiles.
s'ils avaient eu des systèmes de défense antiaérienne, sans doute ils en auraient intercepté davantage. Donc il y a un moment donné dans cette guerre où cela apparaît quand même comme une évidence que l'Ukraine a réellement besoin de ces défenses antiaériennes. Oleg Kopsev, mais là, quand on écoute la première ministre estonienne, on se dit que c'est à la limite, c'est-à-dire que ça voudrait dire que ces pays deviennent co-belligérants dans ce cas. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des troupes de l'OTAN qui ne sont pas estoniennes sur le territoire de l'Estonie depuis avant le début de la guerre. J'étais en Estonie justement la veille, en fait j'y étais le 20 ou le 21 février. On savait qu'il y avait déjà des troupes de l'OTAN qui étaient prêtes à intervenir au cas où. On ne savait pas encore exactement, même s'il y allait y avoir une attaque, on s'en doutait, mais on ne savait pas encore comment cette guerre allait se passer. Mais il faut aussi se mettre à la place des Estoniens. Le risque est énorme. S'il y a escalade, s'il y a une grande internationalisation du conflit, il faut absolument que l'Estonie soit prête, parce que c'est un tout petit pays qui sera balayé en quelques heures, s'il n'y a pas des systèmes de défense assez solides pour tenir sur place. Général Brisson, on passera encore à une autre étape dans l'escalade. Quand on entend la Première ministre. Oui, non, mais il me paraît extrêmement stupéfiant d'imaginer que la Russie puisse attaquer l'Estonie ou les États baltes ou essayer de rentrer en Pologne. Cette opération, elle est en Ukraine et je pense que c'est à la limite des forces de la Russie. Vouloir aller ailleurs serait absolument suicidaire. Déjà, ça va pas si bien que ça pour les Russes en Ukraine. Ils n'ont pas du tout les moyens d'aller plus loin et plus fort. Oui, sauf que moi, je disais exactement la même chose que le général à propos de l'Ukraine. Maintenant, je regrette mes paroles. Je dis non, ce serait complètement stupide et suicidaire d'attaquer l'Ukraine. Vous voyez ce qui se passe. D'attaquer Kiev, parce que personne n'y croyait. Alors oui, donc en fait, pour vous, c'est une option possible. Sur justement les forces russes, Oksana, cette mobilisation des Russes, on évoquait 200 000 Russes mobilisés. Est-ce qu'on en est loin? Est-ce qu'effectivement, on a l'impression qu'il va y avoir une riposte? C'est difficile vraiment à prévoir parce qu'il faut vraiment voir comment la situation ça va développer, mais on peut dire que déjà les gens qui sont mobilisés, je pense qu'ils ne sont pas vraiment psychologiquement et techniquement prêts à faire la guerre. Donc je pense que ces Russes ne sont pas de bons soldats. Beaucoup d'eux qui sont mobilisés maintenant, ils n'ont pas beaucoup ni motivation parce que c'est ce qu'ils font, mais aussi ni préparation. Mais quand même, c'est la tactique russe, utiliser la chair à canon. Donc la chair à canon utilisait beaucoup de soldats. Donc du coup, bien sûr, il faut prendre ça en jeu, que ce sera quand même un facteur assez aggravant pour mener cette guerre pour les Ukrainiens. Elena, on en est où de cette mobilisation d'après justement vos informations? Parce que 200 000 Russes, c'était ce qui était annoncé la semaine dernière par Moscou. Mais je pense qu'on ne peut pas prendre davantage au sérieux ce chiffre de 200 000 qu'on ne peut prendre au sérieux le fait que la Russie ne frappe que des cibles militaires en Ukraine lorsqu'elle le dit. C'est-à-dire que ce sont des chiffres qui sont annoncés pour annoncer des chiffres. L'objectif de 300 000, c'est un objectif qui est annoncé pour annoncer un chiffre. L'objectif atteint de 200 000 en 2 semaines, c'est parce qu'on veut donner un chiffre. En réalité, lorsque vous voyez ce qui se passe dans les, je ne sais pas comment traduire cela en français du russe, mais dans les commissariats militaires, disons les voyenkamats, ou qui recrutent sur le terrain, ils essayent de surremplir les quotas. En fait, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Vladimir Poutine, il ne faut pas oublier qu'il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Donc lorsqu'on pose la question de ses fins, de ses objectifs, de qu'est-ce qu'il va faire après, il faut simplement questionner quels moyens il a. Et on n'en sait rien en réalité. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il mobilise. On ne peut pas parler de débandade, on ne peut pas parler. On a vu la fuite des Russes. Là, ce sont un certain nombre de Russes, en tout cas. Bien sûr qu'on peut parler de débandade. Simplement, il a dit qu'il voulait mobiliser des réservistes, des gens qui savent faire la guerre, des gens entraînés. Il veut toujours garder l'apparence d'une opération qui est sous contrôle. En réalité, il rafle tous ceux qu'ils peuvent, c'est-à-dire y compris des gens qui ne passent ni de commission médicale, qui ne sont pas entraînés avant d'aller au front, qui ne sont même pas équipés, qui doivent venir avec leur propre matériel, etc. Il y a effectivement des dizaines de milliers de Russes qui fuient le pays à l'heure actuelle. C'est comme ça qu'elle se passe, cette mobilisation. Il
faut aussi voir que cette mobilisation, et on l'a dit et redit, c'est la guerre qui s'invite dans les foyers russes, alors que jusqu'à présent, la Russie soutenait massivement, en tout cas en apparence, dans l'opinion publique. Je vais terminer. L'opération spéciale, la guerre, enfin voilà, comme il l'appelle, l'opération spéciale. Ce qui se passe aujourd'hui dans les régions à l'aune de cette mobilisation et ces frappes de longue portée sur les villes ukrainiennes, cela répond à l'attente de l'opinion publique russe. Pourquoi ? Parce que les Russes, avec la mobilisation, ils n'ont pas cessé de soutenir l'opération spéciale, parce que la propagande a tant travaillé les esprits que les Russes, jusqu'à aujourd'hui, ils sont persuadés, dans la masse en tout cas visible, ils sont persuadés qu'il faut dénazifier l'Ukraine, qu'il faut démilitariser l'Ukraine, parce que nous sommes menacés. Or, ce qu'ils disent dans les régions, c'est il faut pilonner l'Ukraine. Vladimir Poutine, qui depuis des années nous fait cette démonstration de puissance avec ses armes longue portée, pourquoi il n'envoie pas ses armes sur les Ukrainiens ? Pourquoi c'est nous qui devons aller nous battre, risquer nos vies, etc. C'est ça le discours dans la Russie profonde. Donc ils s'interrogent tout de même. Les Russes continuent de soutenir l'opération, simplement ils disent il faut la mener à bien, mais sans nous, parce que Vladimir Poutine, il en a les moyens. Ils en sont toujours persuadés. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec Elena Voloshin. Oui. Donc en fait, exactement ça. Oui. Il n'a pas les moyens de répliquer, ou au contraire, est-ce qu'il va parvenir justement à répliquer Vladimir Poutine ? Là, il y a ces bombardements. Est-ce que derrière, il va y avoir une alliance justement avec Loukachenko, plus effectivement la mobilisation ? C'est ça, a priori, la riposte. Et encore une fois, et là nous sommes à nouveau d'accord, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire. On est dans... Lui-même ne sait pas ce qu'il va faire, à mon avis. Il improvise, on l'avait dit l'autre jour sur ce plateau, il improvise. Il s'arroge des moyens et il fait ce qu'il peut avec, en fait. Général Brisset, sur la menace nucléaire, d'après le Time, Poutine prépare un test nucléaire pour envoyer un signal à l'Occident. J'ai lu d'ailleurs qu'on parlait de l'arme de l'apocalypse, Poséidon, une arme nucléaire sous-marine de longue portée pour frapper des villes côtières qui seraient sur le point d'être testées. Qu'en pensez-vous ? C'est une information qui peut être prise avec sérieux ? Alors, je ne pense pas. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord l'utilisation d'une arme nucléaire en Ukraine ou ailleurs, dont on parle régulièrement, après que Zelensky ait aussi dit qu'il aurait fallu faire des frappes préemptives nucléaires. Donc cet argument est brandi, surtout du côté ukrainien, enfin a été brandi du côté ukrainien. Les Russes en parlent, mais les Russes ont une doctrine nucléaire assez robuste et qui date de longtemps. Et leur doctrine nucléaire ne prévoit pas d'utilisation d'armement tactique pour ce genre de conflit. Ça, c'est une chose. Ensuite, on parle de cette torpille nucléaire Poséidon. C'est un missile à ce qu'on appelle à changement de milieu, c'est-à-dire tiré par un sous-marin et qui ensuite va se promener dans l'atmosphère pendant des milliers de kilomètres pour frapper une cible. Il faut quand même savoir que la France n'a pas encore ce genre de missile, mais les États-Unis et la Grande-Bretagne ont des missiles de croisière parfaitement capables d'être équipés de têtes nucléaires. Donc il n'y a rien de nouveau sur le plan des armements, si ce n'est des portées un petit peu différentes. Et le fait qu'on en parle, et le sous-marin qui est capable de tirer ce genre de missiles, enfin de missiles de croisière nucléaires, tiré depuis un sous-marin, ce sous-marin n'est pas amené à se trouver dans les parages de l'Ukraine, ni en mer Noire, ni même en Méditerranée. Oksana Mitrofanova, vous êtes d'accord ? Est-ce que vient de dire le général Brisset ? En tout cas, on l'a lu beaucoup dans la presse. Qu'est-ce qu'on dit du côté ukrainien ? Que quand même ce risque d'utilisation de ce type de missile nucléaire est possible ? Moi, je pense que chaque fois, il faut chercher les moyens plus simples à réagir. Et par exemple, il ne faut pas exclure peut-être la possibilité de faire ce qu'on dit une bombe sale. Par exemple, une bombe sale, c'est quelque chose qui n'est pas si difficile à préparer. C'est-à-dire que je pense que Poutine, quand même, il avance pas à pas. Il utilise d'abord les méthodes plus simples et que plus tard, il va utiliser les méthodes plus tard. Donc, c'est possible de faire les missiles... Vous incluez ce scénario dans l'escalade, disons. Oui, dans le scénario de l'escalade, il ne faut pas exclure de rien. C'est-à-dire, quand maintenant on fait vraiment des prévisions, on a vu ce qu'a dit l'autre invité sur ce plateau sur Kiev, on s'est trompé. On n'a pas pensé qu'il va attaquer Kiev. Donc, moi, je pense personnellement, et ce qu'il me semble font les militaires ukrainiens, eux, ils analysent absolument tous les scénarios. Et voilà pourquoi, par exemple, on donne des yachts en cas où quelque chose arrive. Tous les scénarios sont prévus et on se prépare et on n'exclut rien. Elena, alors il y a aussi ce scénario du coup d'État contre Poutine. J'ai vu des bellicistes qui tendraient par exemple de mettre en avant un projet peut-être plus efficace que celui de Vladimir Poutine, ou encore des réalistes, ça c'est l'autre scénario, qui reconnaissent que le seul moyen pour la Russie de retrouver son statut de puissance, ça serait de se
débarrasser de Poutine. Est-ce que effectivement, ce sont aussi des scénarios possibles? Si vous voulez, quand on a ces conversations de l'utilisation de l'arme nucléaire ou du coup d'État contre Poutine, on vire un peu, si je peux me permettre, sans vouloir offenser personne, mais au café du commerce, et c'est ce qu'on fait tous, parce qu'on en est réduit à ça, parce qu'on n'a pas ces informations qui nous permettent d'apporter ces éléments. On sait qu'il y a des fissures dans le système quand même. On en est réduit. Il y a eu des oppositions au sein J'ai eu un son très différent de certaines sources ces jours-ci qui continuent de me dire que le camp, le camp sécuritaire, disons, les Siloviki, fait toujours bloc derrière Vladimir Poutine. Mais je n'ai pas les moyens de vérifier ces informations. Vous voyez, donc en fait, on entend tout et son contraire, y compris de gens qui disent avoir des sources dans l'appareil du Kremlin. Donc en fait, on ne sait pas. En tout cas, la seule chose que moi, je peux dire avec une certaine dose d'assurance de ce que je comprends et de ce que je connais de la société russe, c'est que je doute très fort de la capacité des Russes à renverser Poutine au niveau de la révolution, au niveau de la rue, etc. S'il y avait un espoir pour que tout ceci s'arrête, en tout cas pour ceux qui disent que voilà, si Vladimir Poutine reste au pouvoir, cette guerre va continuer, ce serait qu'il y ait un coup d'État de l'intérieur. Mais de là à dire, est-ce qu'aujourd'hui, oui, il y a un mécontentement du camp de la guerre qui appelle Vladimir Poutine à frapper plus fort, il y a un mécontentement sans doute des oligarques et du camp civil, des fonctionnaires qui sont très inquiets pour leur avenir. Mais de là à dire, est-ce qu'il y a une mutinerie, est-ce qu'il se passe quelque chose sous les ordres du Kremlin? En réalité, on n'en sait rien. On n'a aucun élément pour pouvoir l'analyser. Oleg Koptsev, jusqu'où ira-t-il Vladimir Poutine, pour reprendre le titre de l'émission? Mais encore une fois, c'est complètement imprévisible, c'est ça le problème. Il s'est vraiment complètement mis dans une situation impossible et là il patauge. Il est comme quelqu'un qui est en train de se sortir de sable mouvant. Quel geste va-t-il faire pour s'en sortir? On n'en sait rien. Le sait-il lui-même? Et encore une fois, comme dit ma voisine de gauche, il y a tout est... Je connais son nom. Hein. J'hésitais entre l'appeler par son prénom, par son nom de famille. Que va-t-il se passer? On n'en sait rien. On n'a pas les moyens, on n'a pas les renseignements, on est reparti comme sous la guerre froide où les kremlinologues essayaient de deviner ce qui se passait en regardant si quelqu'un sort son mouchoir, en regardant la parade du 1er mai ou du 7 novembre. On est reparti comme des kremlinologues en train d'essayer de deviner. On joue aux devinettes. Maintenant, une chose, effectivement, là où je suis également tout à fait d'accord, c'est que tous les opposants russes qui comptent aujourd'hui disent nous ne sommes pas capables de faire un coup d'État et de faire un soulèvement général parce que il y a beaucoup de raisons à cela. Malheureusement, la première étant qu'il n'y a pas d'opposition organisée et les opposants qui existent sont très divisés. Général Brisset, pour conclure, jusqu'où ira-t-il, Poutine ? C'est extrêmement difficile à dire. Pour le moment, je pense que Poutine attend l'hiver pour une stabilisation du front et que la stabilisation du front, il va pouvoir être dans une position défensive, enfin mettre ses troupes dans une position défensive assez solide et avec des possibilités de frappe sur les nœuds de communication à l'intérieur de l'Ukraine. Parce que moi, ce qui m'a toujours étonné depuis le début, c'est qu'il n'y a pas eu de frappe sur les systèmes d'approvisionnement électrique, il n'y a pas de frappe sur les systèmes d'approvisionnement en eau, il n'y a pas de frappe sur Internet. Tout ça, ça a été laissé en état. Si, apparemment, sur le plateau, on dit si, il y a eu des frappes sur l'approvisionnement en eau générale. Ouais. Minimaliste. Hein, et des deux côtés. Il y a eu des frappes des deux côtés à ce niveau-là. Et il n'y a pas eu de gros travail de guerre électronique, de rupture des communications et autres. Donc tout ça, ça m'étonne. C'est une volonté de ne pas se battre dans les villes, de ne pas recommencer à Alep. Hein, sauf à Mariupol, il n'y a pas eu de volonté des Russes de se battre dans les villes. Oui, mais alors il faut regarder. Je ne sais pas si vous avez vu une photo générale aérienne de Mariupol. Il n'y a plus rien. C'est comme Berlin en 1945. C'est pas que Mariupol, c'est aussi Lysychansk, c'est aussi des villes du Donbass. Il n'y a pas que Mariupol qui a été rasé. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Général Jean-Vincent Brisset. Merci Elena Volochine. Merci Oksana Mitrofanova d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous Oleg Koptsev. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restés avec nous sur France 24.